Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau webinaire Mastéos, dans lequel on va vous présenter les différentes étapes à suivre pour acheter un appartement en Espagne. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas sorcier, c'est extrêmement simple. Il faut juste connaître les différentes étapes. On va commencer tout de suite avec notre présentation. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors moi, je suis Antoine Évêque, je suis le City Manager Mastéos pour la ville de Valence. Mastéos est implanté dans différentes villes en Espagne, à Madrid, à Barcelone et à Valence. On a différentes activités. Donc la première activité, c'est on vous accompagne dans tout le process de recherche de votre appartement et son achat. Et ensuite, on a les activités de rénovation, travaux, la partie ameublement et décoration, et enfin tout l'aspect de la gestion des locataires. Alors, acheter un appartement en Espagne, le guide pas à pas. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Et la première étape à suivre, c'est l'obtention de son NIE. Alors, beaucoup de personnes qui nous écoutent vont se demander qu'est-ce que c'est que le NIE. Alors, le NIE, c'est un numéro personnel unique et exclusif que vous attribue l'administration espagnole pour que vous puissiez gérer toutes vos démarches au quotidien. Donc, c'est un numéro qui est indispensable pour beaucoup de choses. Par exemple, si vous voulez ouvrir un compte en banque, si vous voulez avoir un contrat de téléphone, un contrat d'électricité, de fluide, c'est indispensable. Et donc, bien entendu, pour acheter un appartement également, ce numéro est indispensable pour tout le process de l'achat de votre appartement. Alors, pour l'obtenir, ce n'est pas très compliqué, il y a différentes manières. Les plus simples, c'est de vous rendre directement auprès de l'administration espagnole. Donc, par exemple, si vous êtes à Paris, vous vous rendez au consulat d'Espagne qui est à Paris et vous prenez un rendez-vous. En général, on vous l'attribue peut-être dans les 1 mois et demi, 2 mois après l'avoir demandé. Et vous remplissez un simple formulaire et vous vous présentez avec votre carte d'identité. Vous expliquez pourquoi vous voulez obtenir un NIE. Donc, dans ce formulaire, il suffit d'indiquer que c'est pour procéder à l'achat d'un appartement. Et ensuite, environ une dizaine de jours après, 2 semaines, vous obtenez ce fameux NIE. Donc, c'est un petit papier et avec un numéro. Et donc, celui-ci, ce numéro, ensuite, il est valable à vie. Donc, vous n'avez pas besoin de le demander et de le réactiver plus tard. Donc, par exemple, si vous avez prévu d'acheter un appartement, mais pas tout de suite, peut-être dans 6 mois, dans 1 an, 5 ans, nous, on vous invite fortement à demander dès à présent ce NIE, puisque c'est gratuit, à part le paiement de taxes, on parle d'une dizaine d'euros. Mais ce NIE est gratuit et ça peut être assez long à l'obtenir parce que voilà, on a parlé de 1 mois et demi, 2 mois, mais après, si on est pendant l'été, bon, c'est des semaines en plus. Et donc, comme il est valable à vie, autant le demander le plus tôt. Ce sera quelque chose qui sera fait. Vous n'aurez plus à vous tracasser pour cette obtention de ce NIE. Et comme ça, quand on vous présentera, nous, nos petites pépites qu'on aura dégotées, vous pourrez tout de suite faire une offre et vous lancer dans ce process d'achat sans avoir à vous préoccuper et à vous stresser sur l'obtention de ces NIE. Parce que d'un côté, vous aurez tout l'aspect de votre prêt à gérer. Donc, si on peut fermer ce dossier-là le plus tôt possible, c'est le mieux. Et ensuite, si vous ne souhaitez pas vous déplacer directement au consulat, il y a des sociétés qui se chargent de le demander pour vous. Donc là, dans ce cas-là, c'est payant, environ 300 euros. Il faut faire une procuration auprès de votre notaire pour les autoriser à demander ce document-là en votre nom. Bien sûr, si vous êtes espagnol, vous n'avez pas besoin de NIE puisque ce numéro est uniquement pour les étrangers. Avec les Espagnols, votre numéro de carte d'identité, le DNI, est suffisant. La deuxième étape est évaluer le montant de son investissement. Donc, cette étape paraît toute bête, mais elle est essentielle parce que c'est ce qui va vous permettre de définir ce que vous pouvez vous offrir. Donc, peut-être avez-vous imaginé un appartement avec une terrasse, un appartement dans une résidence avec une piscine ou en bord de mer ou en plein cœur du centre-ville. Mais tout ceci, pour l'instant, ça reste un rêve si on n'a pas encore vraiment identifié le montant de son investissement. Donc, c'est important d'échanger dès à présent avec votre banquier ou avec un courtier pour savoir qu'est-ce que vous pouvez vous offrir. Donc, ça dépend bien entendu de votre apport personnel et aussi avec quelle banque vous souhaitez travailler. Donc, vous pouvez passer très bien par une banque française ou par une banque espagnole.
Les aspects sont un petit peu différents. Si vous passez par une banque française, en général, elle va vous financer davantage qu'une banque espagnole. Elle peut vous financer jusqu'à 90% du montant de votre investissement, en incluant également les travaux. En revanche, étant donné que le bien que vous souhaitez acheter se situe sur le territoire espagnol, elle va demander à ce que vous ayez un autre bien sur le territoire français, libre de dette, pour pouvoir l'hypothéquer. C'est la garantie de la banque. Si vous souhaitez passer par une banque espagnole, c'est tout à fait possible avec donc un NIE, comme on en a parlé juste avant. Et donc, cette banque peut vous financer jusqu'à 70% de votre investissement. En général, il n'inclut pas les travaux, ça dépend des banques, mais en général, non. Et il ne demande pas, bien entendu, d'avoir un autre bien sur le territoire espagnol, puisque le bien que vous mettez en garantie, c'est le bien de qui est concerné par votre investissement. Donc là, si on voit qu'avec une banque espagnole, on voit tout de suite qu'il faut un apport d'environ 30% de votre investissement. Après, il y a un autre aspect qu'il faut avoir à l'esprit, c'est l'ITP. L'ITP, c'est l'Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, donc ce qui correspond à un impôt qu'on paye quand on achète un bien en Espagne. En France, c'est ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, les frais de notaire. Parce qu'en Espagne, les frais de notaire sont relativement faibles, quelques centaines d'euros. Donc, c'est l'ITP qui correspond vraiment à l'impôt, qui correspond à ce qu'on appelle en France les frais de notaire. Et ça dépend de chaque communauté en Espagne, puisque vous le savez, l'Espagne est divisée en différentes communautés. Chaque communauté a ses propres règles. Et donc, la valeur de l'ITP dépend de chaque communauté. Donc, si on prend le cas de Valence, l'ITP est de 10%. Donc, si on était tout à l'heure sur un apport de 30%, on rajoute maintenant ces 10%-là, plus, on va dire, quelques gestions type les frais de notaire. Ensuite, il faut enregistrer son bien au registro de la propiedad, inscrire auprès de la société. Les frais de gestion de changement de ses contrats d'électricité, d'énergie. Il y a quelques réparations à faire dans son appartement pour voir les stores s'ils fonctionnent bien. Et voilà, il y a différentes dépenses qui sont anticipées. Donc, en général, nous, on conseille d'avoir environ 42% d'apport si on souhaite passer avec une banque espagnole. 42 à 45, bon, ça dépend bien sûr des petits travaux que vous aurez à faire dans votre appartement qui sont en général indispensables à chaque changement de propriétaire d'un appartement. L'étape suivante, maintenant qu'on a défini quelle est l'enveloppe de son investissement, quel volume, quelle quantité d'argent on peut investir, on va pouvoir maintenant choisir où acheter son bien. Alors, avant de choisir où acheter son bien, il y a une petite étape intermédiaire. Il faut définir l'objectif de son achat. On va dire qu'il y a deux catégories d'achat, deux catégories d'investissement immobilier. Il y a l'investissement locatif. Donc, vous achetez votre appartement dans le but de le mettre en location et de dégager tout de suite une rentabilité. Donc là, par exemple, vous allez plutôt chercher un appartement qui a différentes chambres ou qui est situé à des endroits stratégiques, par exemple entre la plage et le centre universitaire. Et donc là, votre objectif principal est de dégager de la rentabilité. Ou alors, vous avez plutôt une autre stratégie, c'est de faire un achat patrimonial d'une résidence secondaire, par exemple. Et là, vous allez plutôt choisir un appartement qui, par exemple, a du cachet, qui a des poutres, qui a un très beau sol, qui a une terrasse, par exemple, ou une vue sur mer. Parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est avoir un bien plutôt patrimonial, plutôt sexy, parce que vous souhaitez plus tard le léguer à vos enfants, parce que vous souhaitez venir passer du temps pendant l'été, faire un peu de télétravail. Et donc, vous ne cherchez pas forcément un appartement qui a de la rentabilité, mais un appartement qui vous permet d'avoir une rentabilité suffisante pour rembourser votre prêt immobilier et avoir un appartement très sexy. Donc, maintenant qu'on a sa stratégie qui est définie, on va venir choisir la ville. Donc, le pays, on l'a choisi, l'Espagne. On va réduire un petit peu la cible, on va choisir la ville. Et donc, pour choisir la ville, comment faire? Nous, on vous conseille de faire, même pour vous, on peut vous conseiller, mais le faire vous-même, une petite étude de marché. Tout simplement en allant regarder les différents prix au mètre carré des villes en Espagne, les prix d'achat au mètre carré, et également les montants mensuels des loyers. Et donc, en faisant le ratio entre votre rentrée d'argent et votre dépense, vous allez pouvoir calculer, avoir une petite estimation de votre rentabilité. Donc, c'est tout simple. Vous prenez votre loyer mensuel, vous le multipliez par 12 pour avoir votre rentrée d'argent
à l'année et vous le divisez sur le prix de votre bien, le prix de votre investissement. Et déjà, vous avez une petite estimation de votre rentabilité. Et donc voilà, si vous êtes sur un investissement locatif, par exemple, où vous voulez chercher vraiment à dégager une belle rentabilité, bah avec ce petit calcul, cette petite étude de marché, vous allez pouvoir savoir dans quelle ville vous voulez vous faire votre investissement. Et maintenant, on continue un petit peu de réduire la cible. Maintenant qu'on a défini la ville, on va venir choisir le quartier. Et donc, pour choisir le quartier, c'est un petit peu la même chose que pour la ville. Donc, il y a un intérêt sur bien sûr la rentabilité de l'appartement, mais ce n'est pas tout. Il y a un intérêt également sur l'emplacement. Par exemple, à l'image de la ville, vous souhaitez par exemple investir dans une ville en bord de mer parce que vous avez une attirance pour la mer ou vous avez une attirance particulière pour telle ville parce que vous avez passé vos vacances, vous appréciez énormément cette ville. Le quartier, c'est la même chose. Le quartier, bah, vous pouvez choisir un quartier qui est dans le centre-ville parce que vous avez envie d'investir dans un bien où vous savez qu'il sera loué quoi qu'il arrive. Un centre-ville, ça fonctionne toujours très bien. Ou alors plutôt aller chercher en périphérie de la ville pour aller dégager une meilleure rentabilité. En général, le rendement est inversement proportionnel au glamour du quartier. Parce que peut-être qu'en banlieue, par exemple, il y a une tension locative qui est assez importante parce que avec des loyers qui sont plus faibles. Et donc, du coup, vous allez pouvoir dégager un meilleur rendement qu'en centre-ville ou peut-être vous allez devoir mettre un loyer qui est plus élevé, mais avec peut-être plus de difficultés de louer ou avoir dégagé moins de chambres si vous faites de la location à la chambre, la location temporale. Donc voilà, ce sont des aspects à bien regarder. Et donc après, bien regarder également quels sont les points d'intérêt des différents quartiers. Qu'est-ce qui va permettre de faciliter la mise en location de votre bien? Donc nous, ce qu'on cible énormément, ce sont les pôles universitaires, parce que les étudiants, c'est une source importante pour pour occuper votre logement, surtout si on fait de la location à la chambre. Donc être à côté des pôles universitaires est très important. Les plages également, c'est un très bel atout, parce que d'autant si vous êtes situé entre les plages et le pôle universitaire, comme le quartier du Cabagnal à Valence, vous savez que votre appartement sera loué quoi qu'il arrive, que ce soit pendant la rentrée scolaire, pendant tout le process du cursus de septembre à juin, ou pendant l'été, votre appartement sera tout le temps loué. Après, il y a d'autres aspects. Est-ce qu'il y a un centre commercial? Est-ce qu'on est proche du centre-ville? Est-ce qu'il y a un parc, un énorme espace vert à côté? Donc voilà. Ça, moi, je vous invite à regarder notre webinaire spécial Valence, parce que, étant donné que je suis le city manager de Valence, j'ai voilà, une préférence sur cette ville pour pouvoir vous conseiller sur l'investissement sur cette ville. Donc, on a fait différents webinaires pour vous expliquer la ville de Valence et les différents quartiers de cette ville et vous conseiller sur votre futur investissement locatif. Sur ce graphique-là, pour vous aider un petit peu à faire votre petite étude de marché, c'est un graphique qui a été fait par un membre de l'équipe de Mastéos Espagne, où il a représenté avec toute notre base de données les prix au mètre carré des trois villes d'Espagne, donc en gris Madrid, en bleu nous avons Barcelone et en rose Valence. Donc sur Valence, on est sur un prix au mètre carré moyen de 1 730 euros. Donc c'est un très 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 attractif, c'est pour ça que c'est une petite pépite Valence sur la côte. Moi, je vous invite fortement à vous pencher sur cette ville et à venir la découvrir. Et ici, sur ce graphique-là, par exemple, c'est à titre informatif également, je vous ai mis une courbe de l'évolution du prix au mètre carré sur la ville de Valence. On voit qu'il y a eu un pic jusqu'à 2008, avant la crise immobilière. Et ensuite, donc, les prix de l'immobilier ont descendu jusqu'en 2015 et progressivement ont remonté. Et aujourd'hui, on voit que cette courbe on continue de monter, mais on reste encore environ 28% en dessous au maximum des prix de 2008. Donc aujourd'hui, on est à un prix moyen de 1 732 euros du mètre carré, donc ce qui est relativement faible, surtout si vous regardez par rapport à l'échelle de l'Espagne. C'est la 14e ville d'Espagne au niveau du prix au mètre carré, alors que c'est la 3e ville d'Espagne en termes de population, avec 800 000 habitants. Et on voit que si vous investissez aujourd'hui, votre bien ne pourra que prendre de la valeur, la courbe est en pleine croissance,
et encore à environ 30% par rapport, inférieur au prix de 2008. Donc, c'est vraiment le moment d'investir sur cette ville. On vous invite fortement. Dans tous les cas, vous n'allez pas perdre sur votre investissement. Il sera forcément rentable puisque le prix au mètre carré ne fera qu'augmenter. Maintenant qu'on a choisi la ville et le quartier, on continue de réduire la cible. On va venir sélectionner son bien, sélectionner quel type de logement. Une question qui est importante, c'est de choisir si on veut acheter un bien neuf ou à rénover. Alors également, on a fait un webinar pour répondre à cette question-là. Et nous, notre philosophie chez Mastéos, on considère qu'un bien le plus rentable est un bien à rénover. Il y a différents arguments, là je vous en ai mis quelques-uns, mais voilà, je vous invite à regarder notre webinar pour en savoir un petit peu plus. Mais en général, si vous achetez un bien à rénover, vous allez pouvoir avoir une marge de négociation plus importante. Puisqu'un bien neuf, c'est un bien, on va dire, comme un iPhone, il a son prix fixe. Tandis que si vous allez dans un appartement qui est rénové, vous pouvez jouer sur le fait qu'il y a énormément de travaux, dire, bon, voyez, moi j'avais prévu de refaire le sol parce que le sol il est assez abîmé. Les fenêtres, c'est du simple vitrage. Ça m'embête, je vais devoir mettre du double vitrage. Je n'ai pas la climatisation. Donc voilà, vous allez pouvoir dégager une marge de négociation plus importante. Et ensuite, une fois que vous allez faire vos travaux, vous allez apporter une valeur ajoutée qui est supérieure au coût des travaux. C'est-à-dire que si vous faites, je veux dire un chiffre, 50 000 euros, 30 000 euros de travaux, là, vous allez pouvoir vendre votre appartement à un prix supérieur à cette dépense que vous avez engagée. Pourquoi? Parce que quand vous allez revendre votre appartement, vous allez pouvoir arguer du fait que vous avez dégagé du temps à faire ces travaux. Vous allez dégager beaucoup d'énergie. Vous avez résolu énormément de problèmes par rapport à la distribution, par rapport le respect de la réglementation, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir vendre votre appartement plus cher que ce que ça vous a coûté au prix d'achat, plus les travaux. Aussi, un bien qui est rénové est bien plus attractif. Et lorsque vous allez le mettre sur les différents sites pour le mettre en location, il va se démarquer tout de suite par rapport aux autres biens qui sont un peu dans leur jus. Vous allez aussi avoir des locataires de qualité parce que si un locataire sent que son propriétaire prend soin de lui apporte un appartement de qualité qui est bien entretenu, lui aussi, il va prendre soin de cet appartement. Il va dire, le parquet, il est neuf, je vais éviter de venir marcher avec mes talons ou je vais faire attention et prendre soin de cet appartement-là. Également, vous allez avoir un bien qui est adapté à votre projet. On revient à la question de tout à l'heure sur la stratégie à adopter. Si vous souhaitez un logement patrimonial ou un logement pour faire de l'investissement locatif, par exemple, vous allez vous dire, j'ai un appartement qui a 2 chambres et une très, très grande cuisine avec un balcon et un salon. Peut-être qu'au final, si je veux faire un investissement locatif à la chambre, ce salon n'est pas forcément intéressant, j'en ai pas besoin, puisque c'est ma cuisine avec son bel espace, son beau volume, et sa cuisine qui va me servir de lieu de rencontre de mes locataires. Parce qu'au final, j'ai 3 locataires, j'ai des différents locataires, ils sont toute la journée dehors, ils se retrouvent le soir dans la cuisine pour prendre un verre, pour échanger, ou sur le balcon. Et le salon, au final, il ne l'occupe jamais. Donc, vous allez vous dire, ce salon, je vais plutôt le transformer en une nouvelle chambre et dégager une meilleure rentabilité avec 3 chambres au lieu de 2 chambres et un salon. Donc voilà, en faisant ces travaux-là, vous allez pouvoir adapter votre bien à votre stratégie, à votre type de location, longue, moyenne ou courte durée. Après, il faut avoir à l'esprit ce que j'ai représenté à la droite, ce qu'on appelle le fameux triangle d'incompatibilité. Alors, il y a 3 critères qui sont représentés sur ce triangle-là, qui sont en général les 3 critères qu'on regarde quand on achète un appartement, savoir le rendement, l'emplacement et l'esthétique de l'appartement. Et on l'appelle ce triangle le triangle d'incompatibilité parce qu'en général, il est assez difficile de réunir ces 3 critères-là quand on fait un investissement immobilier. Par exemple, si vous souhaitez un appartement qui est dans le centre-ville de Bordeaux, par exemple, avec un immeuble en pierre de taille, donc là, vous allez privilégier l'emplacement et l'esthétique, mais cet appartement va vous coûter très cher et du coup, vous pénalisez votre rendement. Donc, vous respectez 2 critères, mais le troisième, il est plus difficile à
à atteindre. Ou alors, à l'inverse, vous allez choisir un appartement qui est dans Roubaix, par exemple, qui a un très très beau rendement, mais avec un bel esthétique. Vous allez vous dire, bah oui, mais moi, Roubaix, j'ai pas de lien avec Roubaix, c'est pas une ville qui m'attire spécialement, mais vous allez respecter deux critères qui est le rendement et l'esthétique, au détriment de l'emplacement. Donc, il va falloir que vous appreniez à faire une petite croix sur l'un de ces trois critères, à moins que vous soyez dans une optique d'un investissement patrimonial. Mais si vous souhaitez faire un investissement locatif pour dégager de la rentabilité, en général, on va essayer d'éliminer, par exemple, le critère de l'emplacement ou le critère de l'esthétique. Donc voilà, c'est important d'avoir ça à l'esprit quand vous allez voir les différents biens. En général, ce sera un petit peu le dilemme que vous aurez à l'esprit en disant mais cet appartement il est très beau, il est très bien situé, mais il n'a pas une très très bonne rentabilité. Ou à l'inverse, bah, il est très très belle rentabilité, très bien situé, mais il est assez banal. Voilà, moi j'aurais aimé un appartement qui est dans un bel immeuble ou avec une belle hauteur sous plafond. Voilà, il va falloir vous faire à l'esprit de ce triangle-là et, oui, en observant les différentes opportunités qu'on va vous présenter petit à petit, vous allez savoir vous orienter et vous dire, bah, finalement, moi, le critère qui m'importe le moins, bah, c'est l'emplacement, par exemple, ou l'esthétique, par exemple. Et ensuite, bah, on va choisir son bien. Donc, choisir son bien, ce sont des biens que nous, par exemple, nous, on peut vous proposer. Donc, ce sont des biens qui peuvent être, qui sont en ligne, qui peuvent être en off-market aussi, grâce à notre réseau auprès des agences immobilières, grâce à notre réseau personnel, à notre bouche à oreille. Donc, on va vous présenter différents biens et on va vous accompagner tout le long du process d'achat pour vous faire gagner du temps, vous faire gagner de l'énergie, en vous proposant tout de suite ce que nous considérons être un bel investissement, où on a déjà réfléchi à l'aspect de travaux, par exemple, en vous disant bah, cet investissement-là, nous, on verrait bien faire ce type de travaux-là. On pourrait essayer de dégager, par exemple, un duplex. On pourrait casser cette cloison-là. Et donc, on va vous dégager énormément de temps et d'énergie et vous accompagner sur tout le processus d'achat pour vérifier également la conformité de votre appartement. Parce qu'il y a beaucoup d'appartements qui sont mis sur le marché, mais au final, ils ne sont pas forcément conformes par rapport à la réglementation. Ou alors, ils sont sous l'emprise d'un droit de préemption de la mairie. Voilà, il y a différents aspects qu'on doit vérifier avant d'acheter un appartement et nous, on vous accompagne sur ces différents sujets-là. Et ensuite, une fois qu'on a choisi son appartement, on a l'étape de l'achat de son appartement. Alors, en général, en Espagne, on a trois étapes. La première étape, c'est l'offre. Comme en France, si on souhaite acheter un appartement, par exemple, je veux dire un chiffre à 150 000 euros, on peut faire une offre au prix à 150 000 euros ou tenter une négociation et faire une autre offre à un prix inférieur. Alors, quand on fait une offre, on accompagne son offre d'un acompte, ce qu'on appelle un signal, qui est en général de l'ordre de 3 000 euros. C'est pour prouver que votre offre est sérieuse. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui visite les appartements et par exemple, sur l'appartement à 150 000 euros, ils vont appeler l'agence et dire bon, moi, je veux faire une offre à 120 000 euros, à 130 000 euros. Alors que c'est une offre qui est assez baisse par rapport au prix initial du bien. Et du coup, l'agence, elle lance des négociations auprès du vendeur. Et au final, une fois qu'il a fini sa négociation, bah, l'acheteur se retire en disant oui, bah, au final, le bien ne m'intéresse plus, je pars sur autre chose, c'était juste pour savoir, etc. Donc, pour éviter de faire beaucoup de travail pour rien, pour éviter d'embêter le vendeur pour rien, en général, on fait un acompte de 3 000 euros quand on formule une offre. Ensuite, si l'offre est acceptée, bah, ça sert d'acompte ensuite pour l'achat de votre appartement. Et si l'offre est refusée, dans ce cas-là, on rembourse immédiatement cet acompte-là sur votre compte. C'est instantané. Ensuite, il y a l'étape du compromis de vente qui s'appelle ici en Espagne le contrato de arras. Donc, cette étape-là arrive une dizaine de jours après la formulation de son offre. Ça nous permet de rédiger tout ce contrat-là. Et donc, dans ce contrat, on va identifier qui est l'acheteur, qui est le vendeur, quel est le bien et définir un petit peu les règles de l'achat, les règles du contrat. Donc, ça va être, par exemple, on va formuler un acompte de 10% du prix du bien et on va définir, on va acheter cet appartement auprès de tel notaire ou auprès du notaire au choix à définir ultérieurement avec une date limite en général, on met 2 mois et demi après avoir fait l'offre.
Pourquoi? C'est pour vous laisser le temps de gérer tout l'aspect de demande de votre prêt immobilier. Après, ça vous sert également à gérer l'obtention de votre NIE. Mais comme je vous l'ai dit au début de ce webinaire, si cet aspect-là est déjà soldé, c'est déjà quelque chose que vous avez de moins à l'esprit, moins de tracas. Mais voilà, si jamais vous n'avez pas votre NIE, on a ce délai-là, ce laps de temps pour demander l'obtention de ce NIE. Et donc, on apporte un acompte qui est en général de 10% du prix du bien de l'appartement. Et c'est à partir de ce moment-là, une fois que le transfert est fait, que votre bien est vraiment, vraiment bien, on dit ici cerrado, bien fermé. Il est entre guillemets à vous. Parce que si le vendeur se retire pour une raison quelconque, il doit vous rembourser non seulement ces 10%-là, mais le double de ces 10%-là. Par exemple, si on revient sur le prix de notre appartement, notre exemple, l'appartement à 150 000 euros, vous avez fait un apport de 15 000 euros, 10%. Et si pendant les 2 mois avant la signature de l'acte authentique, le vendeur se retire, dans ce cas-là, il ne doit pas vous rembourser seulement les 15 000 euros, mais au total 30 000 euros en tant que dédommagement du fait qu'il se retire et qu'il casse la vente. Et si c'est vous, en tant qu'acheteur, qui vous retirez, dans ce cas-là, vous perdez cet acompte de 10%. Et enfin, une fois qu'on a laissé passer le délai de 2 mois et demi maximum, ou plus tôt, si vous avez obtenu votre prêt immobilier plus tôt, on passe à l'étape de la signature de l'acte authentique, qui s'appelle ici l'escritura. Et là, c'est une formalité au notaire. Donc, vous vous retrouvez, le vendeur, l'acheteur, nous, Mastéos, si vous avez souhaité vous attacher de nos services pour vous accompagner, et on procède à la signature de l'escritura, de l'acte authentique. On procède au paiement du solde de l'appartement, donc les 90% restants à payer, et le vendeur vous remet les clés. Et ensuite, est-ce que c'est terminé? Pas tout à fait. Il reste quelques petites gestions, mais le bien est à vous. Et maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Dans un premier temps, mettre les contrats d'énergie à votre nom. Toute la partie électricité, eau, gaz, Internet, pour dégager l'ancien propriétaire de ses obligations et le reprendre à votre nom. Ensuite, si plus tard vous mettez votre bien en location, donc voilà, il y aura un nouveau changement de titulaire du contrat à réaliser en fonction du type de contrat de location que vous allez mettre en place. Ce n'est pas forcément le cas si vous êtes sur une location moyenne durée ou courte durée. Si vous êtes sur une location longue durée, dans ce cas-là, oui, on conseille de mettre les contrats d'énergie directement au nom de votre locataire. Il faut informer le syndic du copropriété que vous êtes le nouveau propriétaire de l'appartement pour pouvoir être informé des futurs rendez-vous du syndic et mettre également les charges et le paiement des charges à votre nom. Il y a le paiement des impôts liés à la transaction qui est à réaliser, donc le fameux ITP dont je parlais tout à l'heure, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Vous devez payer une fois que vous avez signé l'escritura. Donc il y a un délai, ce n'est pas à payer le jour même, il y a un petit délai pour le payer, mais c'est quelque chose qui est à faire. Et également inscrire votre appartement au registre de la propriété pour déclarer à l'État espagnol que maintenant vous êtes le propriétaire de cet appartement. Et ensuite, si vous avez choisi de faire des travaux dans votre appartement, une fois que ces étapes réalisées, vous pouvez vous lancer dans toute l'étape du chantier, lancer les travaux ou lancer directement la décoration si votre appartement était déjà en bon état. Et enfin, on propose le bien à la location. Donc voilà, j'espère que c'était plus clair pour vous, que maintenant ces différentes étapes pour aller jusqu'à la simple réflexion sur l'achat d'un bien immobilier en Espagne, jusqu'à l'étape finale qui est d'avoir un locataire dans votre appartement. J'espère que ces différentes étapes sont plus claires pour vous. En tout cas, vous savez que Mastéos est là pour vous accompagner sur nos différents métiers dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure, les différentes activités, toute la partie recherche et accompagnement de l'achat de votre appartement immobilier, la partie travaux, la partie décoration et la partie location. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, personnellement, donc, je suis Antoine Évêque, City Manager sur Valencia, la ville de Valence en Espagne. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement sur notre site web masteos.es pour les Espagnols, .fr en France.
et à venir nous retrouver, à venir visiter cette magnifique ville de Valence. Moi, je serais ravi de vous emmener dans les meilleurs coins si vous souhaitez venir passer quelques jours ici, vous faire découvrir les meilleures paellas, parce que la paella vient de Valence, ou d'autres différents points très, très, très intéressants de la ville et dont je vous ai présenté dans nos webinars sur Valence. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.